Voilà, donc déjà, on va parler un petit peu d'un retour d'expérience d'une recherche, enfin, pas d'une recherche, elle est en cours, je suppose, mais d'un rétex, en fait, avec Thomas qui va venir nous rejoindre. Donc je pense qu'on va commencer. Est-ce qu'on présente tout le monde peut-être? Et puis vous allez vous asseoir, ce sera peut-être le plus simple. Donc Thomas, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Rulot, je suis kinésithérapeute, docteur en sciences. J'ai changé de fonction il y a 2 mois. Je suis maintenant coordonnateur paramédical de la recherche en soins infirmiers, de rééducation et médico-technique. J'ai mis 2 mois à retenir en entier. Dans un petit hôpital de l'ouest de la France. J'ai cru comprendre qu'il fallait le dire comme ça. Je vais me présenter aussi. Bonjour, je suis le deuxième modérateur avec Damien de cette table ronde. Et je suis cadre coordonnateur de la recherche et de l'enseignement paramédical avec Gustave Roussy, avec Juif, qui est le premier centre de lutte contre le cancer en France, voire en Europe. Ah bah on s'excuse. Eh bien dis donc. Palmyre, je te laisse te présenter. Alors, je suis Palmyre Choninkin, je suis infirmière en pratique avancée récemment, ça fait que 14 mois maintenant. Et je suis infirmière de recherche clinique, je suis diplômée de recherche, donc je travaille dans un pôle universitaire dans un établissement public de santé, Villévrard, à Neuilly-sur-Marne, donc en Seine-Saint-Denis, où on est un grand hôpital, puisqu'on a 15 pôles de psychiatrie adulte et 3 pôles de pédopsychiatrie. Bérangère, premier hôpital de Créteil, par contre, elle. Là, je peux vous le dire. Je travaille à côté du deuxième plus grand centre hospitalier christonien. Donc, je suis Bérangère Couturier, je suis cadre supérieur de santé de filière infirmière. Je coordonne la recherche en soins sur le groupe hospitalier Henri Mondor. Et j'ai un doctorat d'épidémiologie et je travaille en collaboration avec Palmyre sur un projet dont on vous parlera. Judith? Oui, merci. Bonjour à tous. Je suis Judith Leblanc. Je suis maître de conférence dans une petite université qui s'appelle Sorbonne Université. Je suis qualifiée en sciences infirmières et je suis investie dans la coordination paramédicale de la recherche de ce groupe hospitalier qui est petit aussi, qui est Pitié-Salpêtrière, Saint-Antoine, Thonon, Trousseau, Rothschild, j'ai oublié aucun, La Roche-Guyon, enfin voilà, il y en a quelques-uns encore. Et peut-être je vais en profiter parce que je pense qu'il n'est pas encore arrivé. Je vais être accompagnée pour mon intervention de Jonathan Freun, qui est PUPH dans le service des urgences de la Pitié-Salpêtrière ici. Merci, on va commencer par Thomas. Donc moi, je ne me suis pas présenté, donc Damien Galtier, je suis diététicien en fait, et je coordonne la recherche dans un centre hospitalier qui détient à Fleury-Mérangis, la plus grande prison d'Europe. Je vous le dis, moi. Mais c'est un hôpital d'abord. Donc on va laisser Thomas nous parler de... Je viens vous parler de choses qu'on avait mis en place en fait avant ma prise de fonction au CHU de Nantes. Et donc je vais vous parler c'est un retour d'expérience, c'est un case report où n égale 1, donc il faut en prendre ce qu'il y a à en prendre. Néanmoins, il y a un intérêt à partager et c'est l'objet de la table ronde de juste après. Donc je vais vous parler de l'histoire de ce projet. Et d'abord, ce projet a été mis en place dans un autre petit hôpital au CHD Vendée, donc en Vendée. C'est un projet il y a plusieurs réflexions à avoir. C'est d'abord, dans l'histoire du projet, un projet multicentrique, pourquoi faire et comment faire? Pourquoi faire? Parce qu'il n'y a pas toujours un intérêt à faire un projet multicentrique. Donc je vais vous retracer en fait l'histoire de ce projet. Je suis arrivé au CHD Vendée en 2017. J'étais kinésithérapeute, docteur en sciences. On m'avait proposé un poste mixte d'activité clinique et d'activité de recherche. J'avais un poste d'ingénieur de recherche. Ce travail porte sur en fait, les tractions cervicales chez des patients souffrant de radiculopathie cervicale. C'est en gros une sciatique, mais au niveau du membre supérieur. Je ne rentre pas dans le détail du projet, de la question de recherche, parce que ce n'est pas l'objet. Néanmoins, juste pour le détail, et puis on va en reparler après, ça a quelque importance de savoir pourquoi on travaille là-dessus. C'est un projet qui est en collaboration avec le chef de service, Grégoire Cormier, je vais en reparler après. Donc il y avait un travail qui est fait il y a une unité de recherche clinique au CHD Vendée, il n'y en a qu'une, mais qui est importante, qui comporte actuellement 70 personnes. Il y a aussi un travail en collaboration avec l'équipe de kinésithérapeutes du CHD Vendée.
Donc je l'ai retracé avec les différentes étapes qui nous ont permis de monter ce projet multicentrique. La première étape, c'était une étape locale. Comment est-ce que je convainc en local de lancer une étude multicentrique? D'abord, là, c'était facile, puisqu'en fait, c'était une demande de l'équipe en local d'évaluer certaines des pratiques qui étaient faites sur les tractions cervicales. Il y avait quelque chose aussi d'important, c'est le fait que ce soit une aventure humaine. On convainc au fur et à mesure. On n'arrive pas en disant je veux faire un truc multicentrique international, ça va avoir des difficultés, ça va poser des difficultés. C'est une étude, donc on a monté une étude locale, 36 patients, c'est pas beaucoup, c'est une étude observationnelle. On a observé seulement ce qui se passait avec comme objectif en fait d'abord d'étayer un projet, d'avoir des données qui nous permettent de monter en puissance au niveau national, et puis l'autre objectif c'est d'apprendre à travailler ensemble. Comment est-ce qu'on fait pour étayer le dossier? Comment est-ce qu'on fait pour travailler ensemble? Est-ce que ça a donné des résultats? Plutôt je dirais, de bons résultats. On a réussi à valoriser cette recherche dans PLOS ONE juste avant les dépôts au PHRIP, ce qui était plutôt bien, ce qui nous a permis en fait de monter un dossier avec un projet, cette fois-ci multicentrique. On a fait un dossier pour le PHRIP. On a cherché en fait à continuer, à trouver une idée qui était bonne, innovante, utile. Et on a voulu en fait comparer ce qu'on appelle des sham tractions, des tractions placebo avec une véritable modalité de traction pour évaluer l'effet sur ces radiculopathies cervicales. Donc c'est une nouvelle modalité de délivrance. C'est une vraie question, et c'est d'autant plus une vraie question qu'elle a été controversée quand on a voulu la monter. Le problème derrière, c'est qu'on a des centres qui disaient ça marche, d'autres qui nous disaient ça marche pas, et les centres qui nous disaient ça marche pas, n'utilisaient pas le type de protocole que l'on voulait évaluer. L'autre conséquence des gens qui disaient ça marche, c'est qu'ils avaient déjà des protocoles avec une véritable hétérogénéité des pratiques. On s'est posé la question, de fait, est-ce qu'on fait un travail en mono ou en multicentrique? On a choisi le multicentrique. Pourquoi? Et c'est là où j'insiste, l'utilité du multicentrique, c'est qu'il y a un effet centre, donc on atténue l'effet centre, et puis il y avait un calcul du nombre de sujets qui était à 200 patients. 200 patients, c'est ce que nous, on recrute sur une quinzaine d'années, donc il y avait un véritable intérêt à aller chercher vers du multicentrique. Alors là se pose la question, vers qui on se tourne? Est-ce qu'on se tourne vers un centre hospitalier? Il y a un réseau des centres hospitaliers qui font de la recherche. Il y a aussi cette vision centre hospitalier universitaire. Est-ce qu'on va vers un centre hospitalier universitaire? Est-ce qu'on risque pas de se faire manger en étant un petit centre hospitalier? Ça pose la question pour ce deuxième centre hospitalier de l'Est parisien, de Créteil, c'est ça? Est-ce qu'il doit aller vers la PHP? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de se faire manger? C'est son objet de recherche. C'est une vraie question qui circule dans les centres hospitaliers. C'est pas anodin. Quelle région aussi? Donc on a choisi de faire différents CH et centres hospitaliers universitaires et centres hospitaliers pour avoir différents types de pratiques, et puis d'essayer d'essaimer sur les différentes régions. Pourquoi? Parce que ça montre un intérêt national de la recherche que l'on veut porter. Et puis aussi parce qu'il nous fallait suffisamment de centres participants. Et c'est là que se pose la question du réseautage. Et qu'est-ce que le réseautage? Comment est-ce qu'on constitue un réseau? Il y avait plusieurs types de réseaux qui ont été constitués, celle du porteur du projet, celle de l'équipe médicale, celle de l'équipe de recherche, et on va en parler donc juste après. Le porteur du projet, c'était moi. Comment est-ce qu'on constitue un réseau? On peut aller travailler en réseau. Le travail dans les sociétés savantes. Le week-end dernier, on a fait une retraite rédactionnelle avec la société savante des kinésithérapeutes. Vous pouvez aller voir les photos si vous voulez sur les réseaux sociaux. C'était très sympa. On a beaucoup travaillé pendant 3 jours, et donc ça permet de constituer un réseau avec des jeunes chercheurs. On a aussi constitué, quand on était en thèse, quand on a commencé notre thèse, on est plusieurs à avoir constitué un Google Group des kinés-chercheurs. Ça nous a permis de diffuser assez rapidement et assez largement notre problème, et on a réussi à récolter 3 des 9 centres que l'on souhaitait récolter. Il y a le réseau de l'équipe médicale. Alors, ils ont souvent un réseau de recherche très développé, avec l'internat, le fait de travailler en spécialité, les sociétés savantes, les congrès, les colloques, etc. Ça nous a permis de récolter, grâce au réseau du médecin chef de service, 3 aussi des 9 centres récoltés. Il y a des intérêts et des inconvénients.
Il y a un véritable inconvénient, c'est que l'objet de recherche est différent entre le médical et le paramédical. Ils peuvent être différents, pardon, entre les médicaux et les paramédicaux, ce qui fait que des fois, vous ne faites pas écho à des objets de recherche médicaux. Donc des fois, il faut se battre. On a quelques exemples pour montrer l'intérêt, où 1 an, 2 ans, 3 ans, on a une infirmière de réanimation qui présente un projet auprès de l'équipe médicale qui ne fait pas écho. Le résultat, c'est que le projet n'a pas été porté. Et puis, elle fait un diplôme universitaire de recherche paramédicale. Elle présente son dossier au PHRIP. Il est retenu dans l'année qui suit pour un montant de 495 000 €, un truc comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'écho de l'équipe médicale, mais pourtant, il y a un écho parce qu'il y a eu un écho auprès des paramédicaux qui jugeaient le projet. Donc ça veut dire qu'il y a des intérêts parce qu'on peut utiliser le réseau, mais il faut quand même aller se battre des fois. Puis il y a aussi un risque de relégation des rangs d'auteur. On a tous connu j'ai en tête infirmiers, kinés, qui sont relégués dans les rangs d'auteur. La recherche n'est pas intéressante, c'est pas un objet de recherche intéressant, mais in fine, quand on a fini la recherche, on se rend compte que finalement, l'idée du chef de service médical, elle était vachement bonne. Normalement, ça fait rire, là. Je suis vachement déçu. Un autre réseau de recherche, elle est là, Émilie ? Émilie ? Bon, elle n'est pas là. Où es-tu ? Veux-tu te lever ? Coucou, Émilie. Réseau de recherche, il y a une cartographie qui a été montée par le GIRSI Grand Ouest, qui est maintenant diffusée au niveau national, qui s'appelle ICARE. C'est une cartographie des personnes intéressées par la recherche, que Émilie est là pour le représenter. Il y a un stand dehors, elle était très déçue au moment de la pause, il n'y avait personne qui venait la voir. Je vous invite à vraiment aller la voir. Ça nous a apporté quand même 2 centres sur les 9. C'est un réseau de recherche il y a une carte interactive, vous pouvez vous inscrire, je vous invite à le faire juste après. J'ai un petit QR code ici. Ça permet en fait d'avoir rapidement, et ça nous a apporté quand même des gens aussi dans notre travail, d'aller chercher des chercheurs qui peuvent s'inscrire aussi en fonction de différents paramètres sur le domaine de recherche, la fonction, la formation initiale, aussi le niveau d'engagement. Ça peut être un soignant jusqu'au chercheur, sans hiérarchie entre les deux bien sûr, mais c'est l'idée de pouvoir se mettre parce qu'on a envie de participer à de la recherche. Elle vous l'expliquera encore beaucoup mieux que moi. Je vous invite aussi, si vous n'avez pas le courage d'aller la voir, que vous êtes un peu timide, vous pouvez prendre le QR code juste là. J'insiste sur le fait que c'est aussi une aventure humaine. Ça m'a permis, et ça fait partie du fait que je transite aussi du CHD Vendée au CHU de Nantes. C'est la même maison de la recherche en santé. Alors, il faut essayer de motiver les équipes. Comment on peut motiver les équipes ? Il faut montrer aussi que la recherche, c'est une façon de sortir la tête des soins, de donner du sens à nos pratiques, du sens au travail. Il y a une impétence intellectuelle, ça c'est pour certains, il y a une animation sur le projet pour d'autres. Il y a la mise à jour de connaissances, il y a cette idée de bonne fatigue. C'est pas une fatigue, on va se dire, j'ai pas eu le temps de faire mon travail aujourd'hui, c'est une fatigue où on va se dire, ah, je suis content. Aujourd'hui, on a fait quelque chose d'intéressant, de productif. On a donné du sens. Puis pour finir, parce que j'ai pas beaucoup de temps, il y a un truc, à mon avis, qui consolide l'aventure humaine, c'est trouver des facteurs qui nous permettent de discuter en commun. Et un des facteurs, moi, c'est mes brioches. Je vous en ai pas ramené, mais c'est des brioches feuilletées au praline rose. Et je trouve que c'est une bonne façon de motiver les équipes. Je vous remercie de votre attention. Ouais. En tant que diététicien, je crois que c'est du kouign-amann, non? C'est ça, non? C'est pas... c'est mieux qu'un kouign-amann. Ah bon? L'idée, tu prends une pâte à brioche qui est déjà bien beurrée et tu vois comment tu peux rajouter du beurre dedans. On a faim, arrête. Merci, ouais, merci beaucoup. Je pense qu'on pourra réserver les questions à la fin, si vous le voulez bien, des 3 interventions, parce qu'en fait, on est un petit peu pressé par le temps, mais vous avez des stylos et des cahiers. Notez vraiment les questions pour en poser. Enfin, on en aura sûrement pour ce que vient de dire Thomas. On va maintenant pouvoir accueillir Bérangère et Palmyre pour la 2e intervention de cette table ronde. Merci pour cette invitation. Pour illustrer les collaborations à l'échelle régionale. Donc on va faire la présentation à 2 voix sur finalement un exemple de collaboration en santé mentale, CHU-CH. Le contexte, c'est le FHU.
Du coup, juste, nous, c'est vraiment la fenêtre d'opportunité, le levier pour entrer en contact et établir un lien entre deux équipes de recherche en soins. Donc, un FHU, c'est une fédération hospitalo-universitaire et c'est une entité multistructure, à la fois avec des groupes hospitaliers universitaires, des groupes hospitaliers, des structures académiques, les universités, bien sûr, et puis des partenaires, notamment des partenaires industriels. On est, en tout cas sur la région Île-de-France, il y a eu un appel à projet qui a été initié en 2019 via donc l'APHP, l'INSERM et les universités. Et suite à cet appel à projet, il y a eu 21 FHU de labellisés pour une durée de 5 ans. Et donc on est sur un FHU, c'est un périmètre hospitalo-universitaire défini géographiquement et qui va inclure différents partenaires sur son territoire. Je précisais aussi qu'il y avait différents profils de chercheurs et également des paramédicaux. Nous, c'est le FHU ADAPT qui nous a réunis, donc un FHU sur la médecine prédictive en psychiatrie et en addictologie, et c'est notre porte d'entrée entre finalement l'équipe de recherche en soins de l'établissement public de santé de Ville-Évrard et un DMU, un département médico-universitaire de psychiatrie et d'addictologie, le DMU Impact de notre groupe hospitalier Henri Mondor, sur Henri Mondor, le Albert Chenevier, et puis aussi des structures extra-hospitalières sur Créteil et Boissy-Saint-Léger. En fait, à l'occasion d'une réunion du FHU, Palmyre a été invité à présenter les études qui étaient déjà en cours sur l'établissement public de santé de Ville-Évrard. On a assisté à cette présentation et grâce à un médecin, un psychiatre, le docteur Charles Laidy, il a établi une connexion finalement entre le DMU Impact et l'établissement public de santé de Ville-Évrard pour la recherche en soins. En gros, il nous a ouvert une porte et on a vraiment saisi cette opportunité. Donc du coup, on a eu une première rencontre physique dans l'unité de recherche clinique de l'établissement public de santé de Ville-Évrard, et on est venu avec l'équipe d'encadrement, avec des infirmiers de pratique avancée. Et après, il y a tout un réseau qui s'est mobilisé autour d'un sujet d'intérêt commun. On a cherché finalement qu'est-ce qui pouvait nous réunir autour de la recherche en soins, et on s'est intéressé à l'activité physique adaptée en psychiatrie. Et l'objectif visé, c'était de créer une dynamique recherche entre ces deux équipes, CHU-CH, en sachant que c'est vraiment du gagnant-gagnant, dans la mesure où l'établissement public de Ville-Évrard avait initié déjà des études de recherche en soins, et le DMU Impact sur Mondor-Chenevier était plutôt à la recherche d'une impulsion, comment s'engager, et du coup, on a bénéficié de l'expertise de Ville-Évrard. Alors, je vais vous raconter un peu les modalités de collaboration qui répondent un peu à tous les travaux de recherche, en fait, tout ce qui concerne l'élaboration d'un protocole. Donc, on a en fait débriefé sur notre projet, donc c'est-à-dire qu'on a essayé de savoir un petit peu quels étaient les besoins et quelles étaient nos problématiques de soins. On a émis un objectif, en fait, pour cette collaboration-là, savoir vers quelle population qu'on allait atteindre, enfin, avec qui on allait travailler, et aussi quelle intervention on allait faire. Alors pour ça, on a recensé un peu tout ce qui était en pratique en soins au niveau des deux sites impliqués, en matière d'activité physique, mais aussi en termes d'équipements associés. On a utilisé quand même les connaissances et les compétences de chacun. On a commencé donc à élaborer, on a créé nos mots-clés. Enfin, on s'est dit que voilà, on va se faire nos recherches bibliographiques nous-mêmes. Donc, avec nos mots-clés, on a été sur les moteurs de recherche. On a trouvé nos articles, nos revues. Bérangère nous a aidés aussi là-dessus. Et puis, on a fait des présentations bibliographiques, des sessions bibliographiques. Donc, vous voyez bien que ça a été fait en distanciel. Alors, pourquoi ? Parce que la notion de temps, en recherche, en fait, c'est ce que je retiens le plus, c'est la notion de temps, de manière à pouvoir regrouper, trouver un temps, un jour, une heure qui convenait à tout le monde, c'était impossible. Donc, le plus simple, c'était de faciliter l'organisation et de le faire en distanciel. En tout cas, ça nous a permis d'échanger,
d'affiner notre problématique de recherche et de pouvoir nous dire que voilà, on va commencer à élaborer. Alors pour élaborer, on a divisé le groupe en deux. Un groupe qui travaillait sur l'élaboration du projet et un autre groupe qui travaillait sur le programme d'activité physique. Donc il y a Samir qui est dans la salle, qui travaillait donc sur cette élaboration-là aussi. Et on a sollicité et impliqué aussi toutes les structures support qu'on avait en termes de recherche dans les deux établissements. Alors, où est-ce qu'on en est? On est toujours en train d'écrire. Hein. On est toujours en train d'élaborer. On est toujours en train d'essayer de voir un peu comment est-ce qu'on peut faire quelque chose qui soit bien, pratique. Parce que le but aussi du jeu, entre guillemets, c'est de faire quelque chose qui soit faisable, applicable sur le terrain, qui implique les professionnels, parce qu'on n'a pas de temps recherche, donc de manière à ce que ça puisse correspondre sur le temps de service, et puis faire quelque chose auprès des patients, mais qui les implique, mais pas trop longtemps non plus, parce qu'on sait très bien qu'en psychiatrie, on retient très peu l'attention des patients. Donc voilà, donc faire quelque chose de facile, de pratique, donc on est en train de le faire. On a créé des groupes de relecture, donc du coup, ça fait des allers-retours, comme dit Bérangère sur la diapo, donc des allers-retours entre les deux structures. Donc on est sur le groupe 2 qui est en train de relire. Et puis l'objectif en fait de ce travail, c'est de pouvoir candidater à un appel à projet, parce que même si Villévrard est impliqué dans la recherche en soins depuis 2013, on n'a toujours pas réussi à avoir un financement pour un projet, donc on le fait sur notre temps à nous. Donc. Et en fait, en termes de perspective, ce serait de pouvoir pérenniser et puis envisager d'autres modalités de collaboration entre ces deux structures, hein, puisqu'on s'entend très bien. Il y a des liens qui se sont créés entre les différents professionnels, et puis on est pluridisciplinaire hein, quand même si on est pour la plupart des paramédicaux, mais des paramédicaux, pas seulement des infirmiers. Et puis, en faisant des partages d'ateliers bibliographiques, par exemple, hein, en dehors de ça, on pérenniser comme ça, travailler aussi sur les projets des uns et des autres. Et puis, depuis 2014, Villévrard, via le Centre de recherche clinique, propose une formation à l'initiation de la recherche. Et donc, du coup, ce serait d'impliquer aussi le DME Impact dans cette formation à la recherche. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Donc pareil, hein, les questions plutôt à la fin, et on va accueillir Judith et Jonathan, donc qui nous a rejoint, merci beaucoup, qui vont nous parler aussi d'un FHU encore, hein, je crois, mais plus comment concrétiser en fait la concrétisation. Alors, rebonjour à tous. On a choisi pour cette troisième intervention de vous donner un autre exemple de réseau, de collaboration à visée recherche, en vous présentant la FHU Impec, qui regroupe des équipes médicales et paramédicales du domaine de l'urgence, et qui a pour objectif d'être un initiateur et un soutien aux projets de recherche. Alors tout d'abord, pourquoi participer à un tel réseau? On a déjà abordé une partie des sujets. C'est avant tout de pouvoir s'inscrire dans des programmes de recherche qui sont en cours, et donc de pouvoir s'ouvrir à nouvelles thématiques. Un point qui est intéressant à l'étape de conception, c'est que c'est la possibilité de présenter son idée, de la tester en quelque sorte, et puis de la confronter à l'avis d'autres chercheurs. C'est souvent aussi l'occasion d'identifier des partenaires de recherche, des équipes qui ont des expertises sur des sujets. Et un autre point qui est une évidence, c'est la capacité, ça a déjà été dit, d'augmenter sa capacité de recrutement et d'inclusion dans des essais. Alors on tend à développer davantage d'essais multicentriques, on en a parlé. Alors pourquoi? Vous le savez. Ces essais ils visent à avoir une meilleure applicabilité à terme des résultats de la recherche, une meilleure transférabilité, reproductibilité. Globalement, tout ce qui finit en T, vous noterez qu'il y a un fil directeur entre nos interventions, puisque la FHU Impec, c'est aussi des temps d'échange et de convivialité. Alors autour de ces différents objectifs et intérêts communs, on a déposé un dossier de la même façon en 2019 avec le souhait de renforcer la recherche dans ces services. C'est ce qu'on va développer maintenant et détailler, et je te passe la main. Merci Judith. Oui, donc les deux présentations avant, on dit effectivement pas mal de choses qu'on voulait dire sur l'intérêt de la recherche, l'attrait, l'intérêt de faire des réseaux, et puis la difficulté d'impliquer les autres. Alors, je vois que tu parles du thé, on parlait des brioches. Nous, c'est plutôt alcoolisé pour fédérer, ça marche bien.
Ouais, j'ai vu, mais j'arrive pas, je suis désolé. Euh, et donc, en gros, très rapidement, la genèse du projet, c'est que c'est vrai que c'est pas moi. Ça rejoint un peu tout ce qui a été dit avant. Et c'est vrai que la problématique qu'on avait aux urgences rejoint probablement celle que vous avez un peu en recherche paramédicale. C'est-à-dire que les gens n'ont pas cette culture de la recherche forcément. Alors, je vois ici un des pionniers, pour moi, de la recherche paramédicale aux urgences, Bruno. Ça me fait plaisir de le voir, c'est vrai. Et c'est très dur donc de fédérer, de structurer la recherche pour des gens, des professions, des corps de métier qui n'ont pas ça dans la peau et qui ont un métier difficile et qui ne voient pas forcément l'intérêt de participer. Donc le fait d'avoir une structure et de la visibilité, c'est bien. Donc il y avait déjà un historique de collaboration médicale, mais c'était un peu toujours les mêmes, qui n'étaient pas très structurés et qui n'étaient effectivement pas à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre de la médecine d'urgence, qui a quand même un potentiel de recrutement, comme vous imaginez, monumental, et des spécialités extrêmement diverses. Alors même si ça marchait bien avant, il fallait structurer ça. Et un des atouts, je dirais, de ce qu'on fait, et ce que font le Work Package paramédical, c'est qu'il y a un impact direct sur les soins. Alors c'est ce qu'on a dit tout à l'heure aussi. Ça peut permettre de fédérer et de faire comprendre ce qu'on fait. C'est pas juste pour être dans un bureau et faire des séminaires, c'est parce qu'on le voit directement quand on fait de la recherche, ça a un impact sur les soins. Donc certaines équipes sont isolées, veulent participer mais ne savent pas comment faire. En renforçant cette structure, grâce à cet appel à projet, je ne vais pas revenir, on en a parlé du FHU du coup, ça marchait bien. Donc un financement pour 5 ans qui se passe comme ça. Donc nous, le groupe principal, c'est en fait quasiment toute la recherche clinique aux urgences à la PHP. Donc vous avez quasiment une quinzaine de centres en gros qui vont participer, qui sont membres de ce FHU. Et donc c'est soutenu par l'INSERM et l'université, avec évidemment le soutien d'une unité de recherche clinique. Je pense que vous avez tous maintenant compris que sans unité de recherche clinique, on ne peut pas faire grand-chose. Voilà. Donc il y a une structure, elle est structurée, peu importe finalement la structure que vous avez, l'important c'est d'en avoir une avec un plan. Alors ça, c'était ce qui était prévu de faire et ce qu'on a dit qu'on ferait. Ça mélange des projets divers et variés. Ce qu'on va présenter principalement, c'est ce qu'on a fait dans le cadre du Work Package qu'on a appelé recherche paramédicale à l'époque. On l'appellerait peut-être différemment maintenant, recherche en soins ou voilà, d'autres déclinaisons. Alors concrètement, la première étape pour nous, ça a été d'identifier, et c'est encore d'identifier des personnes ressources dans chacun des sites, avec la possibilité de leur transmettre voilà, des informations générales, d'intérêt concernant la recherche, transmettre des appels à projets, par exemple. Pour les personnes qui sont identifiées, c'est aussi la possibilité de participer au temps d'échange qui sont organisés et qui sont communs à tous les work packages. Je cite ici 2 exemples qui sont un peu petits sur la diapo, mais un webinaire organisé avec 2 chercheurs d'exception de la Vanderbilt University qui ont partagé leurs travaux, qui nous ont fait découvrir un autre contexte de la recherche, et puis un autre temps d'échange vraiment intéressant avec un éditeur du JAMA qui nous a rappelé les étapes essentielles à suivre pour pouvoir soumettre un papier et éventuellement être retenu. Alors concrètement, dans le Work Package, on a... il y a un petit décalage, mais c'est pas grave. On a conduit des projets. C'est le cas de l'étude d'EPIS-Covid qui a été réalisée dans 18 services d'urgence de la région et qui a été conduit en 2021. En ce moment, on a un projet qui est en cours d'inclusion qui s'appelle l'essai PROCID, qui porte sur la prévention du tabac, qui bénéficie de financement, IRES, PINCA et du GH. On participe aussi à un PHRIP qui est porté par un autre groupe hospitalier et qui est un essai en step-wedge d'ampleur. Il y a 3 sites de la FHU qui sont partie prenante. Et puis plus récemment, on a été retenu à un appel à projet du Bernoulli Lab pour l'ensemble des services d'urgence de la PHP et des différents work packages. Mais évidemment, c'est la possibilité de pouvoir explorer et développer des thématiques qui touchent à des sujets, en particulier infirmiers. Et puis d'autres projets sont en cours de conception ou en cours de démarrage. C'est le cas d'un essai qui porte sur la prise en charge de la douleur à l'IOA, à l'accueil, et un projet sur la prévention des violences conjugales. Alors évidemment, toutes ces réalisations, elles sont possibles grâce à une bonne connaissance entre les équipes, grâce aussi à la possibilité d'identifier très clairement quels sont les sites qui sont actifs, dynamiques, ceux qui, à des temps donnés,
pour diverses raisons organisationnelles, structurelles, peuvent ne pas participer. Et donc ça, c'est vraiment la force de la FHU, force de mobilisation, d'émulation, de dynamisme. Il y a aussi encore aujourd'hui des défis, des challenges à relever pour que la dynamique elle perdure dans le temps. Alors dans le Work Package, on a le souhait de s'ouvrir davantage au-delà des habituels CHU, au-delà de la région et pourquoi pas au-delà du contexte français. Ça a été dit ce matin, on a quelques idées, on va essayer de les opérationnaliser. Et puis d'autres questions et enjeux, notamment sur des sujets plus méthodologiques et sur notre capacité à diversifier les types de recherche qu'on utilise. Je pense une des pistes, c'est par exemple d'utiliser plus les données de soins. Un des points essentiels pour la suite, ça va être de continuer à diffuser cette culture recherche, dynamique de recherche au sein des services. Et ça, évidemment, ça repose sur le fait qu'on se connaît, qu'on se rencontre et qu'on mène des collaborations. À mon sens, c'est la meilleure façon de pouvoir sensibiliser et diffuser que de participer à un vrai projet qui répond à une vraie question, on le souhaite, et qu'on apporte une vraie réponse. Message clé pour notre présentation avec Jonathan aujourd'hui, c'est vraiment vous inciter en tant que professionnel de santé à vous saisir de réseaux comme celui-ci. On parle de FHU, mais il en existe plein d'autres. À notre sens et à notre avis, c'est vraiment une réelle opportunité pour vous de pouvoir vous accrocher à un groupe en cours ou de créer un groupe qui peut répondre à des thématiques qui vous intéressent. Donc voilà, il en existe plein. Celui-ci, c'est un groupe de travail qui est en place, opérationnel. Et voilà, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé et par la recherche et ou par le domaine de l'urgence, à nous contacter. Merci à vous. Merci à vous. On va passer dans les questions dans la salle. On voit bien quand même que le réseautage, c'est quelque chose d'essentiel dans notre domaine de prédilection aujourd'hui. Et le réseautage, il se fait des fois de manière fortuite. Des fois, c'est de l'opportunité, tout simplement. Mais quand il s'est organisé, des fois, ça marche un petit peu mieux et ça aide tout le monde à pouvoir s'inscrire dedans, je pense. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question? À qui vous voulez, bien sûr. Bonjour, je m'appelle Ada Soumaré, je suis infirmière en pratique avancée et je travaille en soins primaires. Du coup, j'ai trouvé vos présentations très intéressantes, mais du coup, je me demandais quelle ouverture, quelle collaboration possible avec la ville, les soins primaires. En l'occurrence, notre exemple, mais voilà, c'est juste pour illustrer, c'est vraiment, on associe les équipes de l'intra-hospitalier, mais aussi les équipes des CMP, donc centres médico-psychologiques. Et l'idée, c'est finalement notre projet de recherche qu'il soit à l'interface finalement, voilà, entre l'intra et l'extra, donc d'associer les équipes des CMP, notamment les infirmiers et les IPA au sein de ces CMP. Je complète, alors je ne connais pas au niveau local. Au CHU de Nantes, il y a une équipe spécialisée sur les soins primaires au sein de la direction de la recherche et de l'innovation. J'imagine qu'il y a des choses qui sont similaires dans le coin et qui seront en coordination avec la coordination de la recherche paramédicale. Oui, parce que par exemple à Pompidou, chez GP, je crois qu'il y a une CPTS qui s'est montée en fait avec des médecins autour de Pompidou à la PHP. L'existence d'un appel à projet soins primaires qui est lancé et organisé par le GIRSI Île-de-France et que vous devez connaître et qui permet évidemment d'être un levier si vous avez des thématiques et des sujets que vous avez envie d'explorer. Bonjour à toutes et à tous, je suis Sébastien Artin, kinésithérapeute. Alors je rebondis sur la question de la précédente personne. Et effectivement, je suis aussi libéral et je remarque que les libéraux se forment de plus en plus, en tout cas en kinésithérapie pour ce que je connais, avec des masters, avec des doctorats pour certains. Ils ne sont pas tous sur de la carrière universitaire. La question que j'ai, c'est comment justement on peut vraiment... au-delà d'inclure dans des projets qui existent déjà, comment on peut inclure des dynamiques de recherche entre libéraux, peut-être secteur hospitalier, secteur universitaire. J'ai en tête un modèle québécois qui concerne la rééducation qui s'appelle le REPAR. Et c'est effectivement la mise en lien, vraiment c'est une structure qui met en lien libéraux
et universitaires et qui montent ensemble, qui co-construisent des projets de recherche. Et je ne sais pas s'il y a des choses déjà existantes ou possibles à faire. Tu veux répondre d'abord et puis après, parole. Je vais faire une réponse, on va peut-être attendre un petit peu. Je rebondis sur ta question, Sébastien, sur la bi-appartenance avec peut-être une création d'un département sur le modèle des départements universitaires de médecine générale où les gens auront une activité de recherche universitaire et l'activité clinique qui sera à l'hôpital, en ville, on ne sait pas encore. Mais c'est peut-être un élément de réponse, donc on en reparle d'ici 4-5 ans. Je crois qu'il y aura pas autour d'un Kunyaman. Je vais faire un commentaire sur cette... Évidemment, c'est une question importante et c'est essentiel qu'il y ait davantage de recherche entre l'hôpital et la ville, que ce soit au niveau médical ou que ce soit au niveau paramédical. Mais il ne faut pas toujours attendre que les choses arrivent. Et il faut les créer. Et je pense vraiment, on a tous l'expérience, je parle d'expérience médicale parce que c'est celle que je connais le mieux. Quand on a fait des essais cliniques, par exemple, au départ, il y a quelques années, il y a longtemps, la ville participait très, très, très peu à la recherche clinique. Même aujourd'hui, d'ailleurs, ça participe peu, mais pour d'autres raisons. Mais au départ, c'était parce qu'il y avait zéro structuration. Et puis petit à petit, justement, des gens comme vous étaient frustrés parce qu'ils considéraient qu'ils avaient les connaissances, ils avaient l'envie, et qu'ils n'avaient pas accès. Et petit à petit, ils se sont organisés entre eux, alors au niveau, je ne sais plus, syndical, ce que vous voulez, pour essayer d'abord de savoir qui ils étaient, et puis de se faire connaître. Se faire connaître auprès des universitaires, auprès des industriels, là je parle médecins, et comme petit à petit, et ils sont devenus après des éléments incontournables, c'est-à-dire qu'à chaque fois, par exemple, qu'un industriel voulait faire un essai, première chose qu'ils faisaient, ils allaient d'abord, s'ils voulaient le faire en ville, ils allaient d'abord aller les voir eux, puisqu'au moins, eux, ils s'étaient structurés, ils savaient qui ils étaient. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, ça n'empêche pas de faire du lobbying, ça n'empêche pas tout ce que vous voulez, mais déjà, si vous en avez vraiment envie, de vous organiser entre vous, même si vous êtes 10, même si vous êtes 5, c'est déjà 5, et de vous faire connaître. Si vous êtes kiné, de vous faire connaître de tout ce qui est potentiel. Je parle dans les participations. Et bien entendu, si vous avez envie de faire de la recherche, entre vous, vous n'avez qu'à déposer des projets comme tout le monde, utiliser comme tous les autres. Il n'y a rien qui empêche aujourd'hui, rien qui vous empêche aujourd'hui. Et il y a encore une fois au niveau du GIRSI des méthodologies. Philippe Agerter est dans la salle, mais il ne peut pas tout faire, bien entendu. Mais il y a des possibilités. Il faut s'organiser si vous en avez la volonté et l'énergie. Et la recherche, c'est d'abord ça. Au départ, il faut des pionniers. Et ensuite, les autres vous suivront. Voilà. Merci. Et pour rebondir, en fait, il y a même des programmes de recherche nationaux, comme le PHRIP, qui sont ouverts aux libéraux. Donc, ou la Préso, bien sûr, ouais, complètement. Waouh. Quelqu'un veut rebondir encore? Oui, pardon, Bérangère. On peut aussi, on est tous acteurs de cette construction et on peut aussi s'appuyer sur les infirmiers de pratique avancée qui exercent à l'hôpital, mais qui exercent aussi, qui ont un exercice aussi en maison de santé pluriprofessionnelle. Ils et elles tissent leur réseau et vont emmener aussi, vont être porteuses de ce message d'accompagner les professionnels vers les structures, les personnes ressources et faire du lien entre les différents acteurs. Donc, à nous, de nous appuyer aussi sur ce réseau. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour vos interventions. J'avais une question concernant le réseau et vous parliez d'international. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des projets qui participent au programme Erasmus+, éventuellement, pour participer à la recherche en collaboration en Europe ou avec d'autres partenaires à l'étranger? Qui veut répondre, des intervenants ou dans la salle, si quelqu'un a la réponse? Oui. Merci. Alors, le projet Erasmus+, c'est bien entendu l'envoi des chercheurs éventuels dans d'autres pays pour faire de la recherche et de collaborer et d'échanger.
C'est peu utilisé actuellement dans mes connaissances. Et ça se fait beaucoup dans certains pays, mais moins en France. Mais encore une fois, il y a des projets de recherche internationale, y compris au sein du réseau. Et d'ailleurs, peut-être que Judith peut en parler aussi, à partir du moment, si vous voulez, là encore, le réseautage est essentiel. Donc à partir du moment, et là vous pouvez vous faire aider de vos médecins s'ils ont des collaborations internationales, parce que du coup, ça vous facilite un tout petit peu l'ouverture. Parce que déjà, c'est compliqué de connaître tous les paramédicaux qui ont envie de faire de la recherche en France. C'est pour ça qu'il y a ICRS, etc., etc. Mais utilisez toutes les possibilités pour, si vous en avez envie de faire de la recherche paramédicale pardon, je suis vieille, donc je continue de peut-être dire paramédicale, non pas recherche en soins. J'ai du mal à le rentrer dans la tête. Mais pour pouvoir faire de la recherche en international, c'est faisable. C'est faisable. De la même façon que c'est faisable de faire de la recherche médicale internationale sans forcément des financements débordants. Et Jonathan Freund peut en témoigner. Oui, moi j'ai un petit commentaire. Et puis, moi je remercie le professeur Freund de nous avoir dit que même les médecins en médecine d'urgence n'étaient pas ultra compétents en recherche, parce qu'on a tous des syndromes, on va dire, de l'imposteur quand on débarque un peu en recherche. Donc de ce côté-là, voilà. Je pense qu'il y a aussi tout le tissu associatif, parce qu'en médecine d'urgence, vous êtes quand même très fédéré. Il y a la SFMU, il y a quand même tout ça. Est-ce que ça a compté dans le développement, par exemple, de votre IMPEC, ou est-ce que pas du tout? Est-ce que la relation que vous pouviez avoir, on va dire, de côté associatif ou société savante, c'est quelque chose qui a été porteur, ou c'est simplement la rencontre de quelques individus? C'est un peu les deux. C'est vrai que le fait d'avoir une société qui était assez active, ça a pu aider certains, mais je pense que ça n'a pas joué dans la création de ça. Mais en fait, il y avait vraiment un énorme gap entre l'élite, pas l'élite, mais les gens qui étaient tout en haut, qui étaient dans la société, les 5 mêmes chercheurs qui faisaient toujours la même chose, et le reste des urgentistes, je trouve. Et c'est ça qui était dommage, et c'est ça qu'on a essayé de briser un peu, en essayant de rassembler non pas des chercheurs, mais plutôt des centres. En fait, c'était ça l'idée. C'est pas entre grands chercheurs, on va être entre nous, et puis on va mettre tout en commun. C'est on va essayer d'impliquer tout le monde, tous les différents corps de métier, les différents services, les centres hospitalo-U, pas hospitalo-U, etc. Donc je pense que c'est un peu ça qu'on a voulu faire. J'adhère à 100% sur ce qu'il vient de dire, mais ça veut dire aussi qu'on a besoin d'avoir quelques leaders, et dans votre domaine, de la même façon qu'il faut des domaines médicaux, qui acceptent de mettre de leur temps et de leur énergie au service des autres. Parce que ce qu'il ne dit pas, mais je vais le dire à sa place, s'il me permet, c'est qu'au début, quand on en a parlé, je peux en parler puisque j'en fais partie d'IMPEC, eh bien, il a fallu le convaincre. Parce il était débordé, Jonathan Freund, qui fait beaucoup de recherches de très haut niveau, débordé, et il disait, mais à quoi ça va servir? Est-ce que vraiment ça va servir? Est-ce que ça vaut le coup que moi, je mette autant de mon énergie dedans pour le faire? Parce qu'il faut derrière qu'il implique, comme il vient de le dire, non pas 3-4 personnes, mais plein de centres derrière lui. Maintenant, il est là pour dire, j'espère que ça avait un intérêt, mais il a fallu le convaincre. Et j'y ai contribué un tout petit peu à ça. Et donc, je pense, là encore, que il faut absolument que vous qui êtes là, qui représentez un peu l'élite, comme il vient de dire, de votre profession, puisque vous avez envie de faire de la recherche, que vous acceptiez de passer un peu de votre temps, de soirée, week-end, etc., au départ, pour lancer les choses et donner l'impulsion. Parce que sinon, personne ne le fera à votre place tout seul. Ça ne viendra pas comme juste dans un plateau. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait des leaders. Leader ne veut pas dire forcément qu'ils connaissent tout. Leader veut dire qu'ils en ont envie, qu'ils sont d'accord C'est dur de travailler pour les autres. Hein. Très dur. Parce qu'on n'a qu'une envie, en général, de faire pour soi. Il faut être très généreux pour accepter de travailler pour les autres. Et croyez-moi, tout le monde va toujours dire que tout va mal. C'est pas assez. Ils vont pas venir vous dire merci, non. C'est pas grave. Parce que vous devez être convaincu
de l'utilité de ce que vous faites, je pense. Jonathan, est-ce que tu veux commenter? Comme souvent. Non, quand même, non. Mais tu es d'accord? Ah ouais. Peut-être apporter un regard un peu spécifique sur la place des non-médicaux dans le sujet. Je pense qu'on a aussi plein d'autres enjeux. Je pense que les éléments étaient déjà posés, mais évidemment, voilà, réussir à avoir du temps dédié, c'est compliqué. Réussir à maîtriser les outils, c'est compliqué. On n'a pas tous dans les formations la possibilité de s'ouvrir voilà, à ce qui va vous être proposé cet après-midi, recherche bibliographique, quand est-ce qu'on le fait, comment est-ce qu'on le fait bien, comment est-ce que je m'y retrouve pour lire un article, etc. etc. Je rejoins ce que Bruno a dit ce matin. Il y a un caractère assez exponentiel à l'appréciation, à la prise en main, à la maîtrise du sujet depuis 10 ans. Et on voit bien qu'il y a vraiment des leviers qui sont importants, qui sont en train de se lever, en l'occurrence. Et en revanche, il y a quand même encore une jeune génération. Et je pense que dans les services d'urgence, il y a quand même beaucoup d'enjeux sur ça, comme partout, avec plein de jeunes qui sont plus ou moins au courant que ça existe, plus ou moins intéressés, qui ont plus ou moins pas du tout de temps à y consacrer. Donc on a évidemment beaucoup d'enjeux et de défis, nous, paramédicaux, pour réussir à transmettre ça et à réussir à ce que tous les projets qu'on a listés là sur des belles diapos, eh bien, ils marchent, ils incluent suffisamment, qu'on arrive jusqu'au bout, qu'on arrive à publier les résultats quand on les a. Et voilà, ça a déjà été dit, mais je souhaite le redire. Je pense que les enjeux sont du côté médical, c'est évident, mais ils sont, à mon sens, encore plus intenses, sensibles ou importants du côté paramédical si on veut que ça fonctionne. Encore une question? Oui, une dernière question peut-être. Donc moi, je suis Pascale Gendron, chef de projet au sein du dispositif régional de cancérologie. Nos bureaux sont juste à côté, à la Pitié-Salpêtrière. Et la question que je me pose, la question posée, c'était comment augmenter la participation, la diffusion des projets de recherche dans la région. Qu'en est-il de l'affichage des essais en cours, de la mise en lisibilité pour l'ensemble des professionnels? Aussi. Alors, le GIRSI a mis en place sur son site internet la possibilité d'avoir accès aux études en cours. Et c'est en train de... On a déjà mis celui de l'assistance publique, dans lequel vous pouvez retrouver l'ensemble des études promues par l'AP qui sont actuellement en cours. Et petit à petit, tous les autres établissements vont également, on va rejoindre les différents sites de cartographie en fait, des essais au sein du GIRSI, c'est déjà le cas. Et puis ensuite, j'espère, avec derrière des cartographies reliées à d'autres régions, etc. Mais ceci existe déjà. Ben, c'est pour l'ensemble. Enfin, encore une fois, personnellement, je ne fais pas de distinguo entre des études promues par l'AP qui soient médicales, entre guillemets, ou paramédicales ou soins. Toutes les recherches, elles sont bonnes, peu importe qui les porte, la question c'est, il y a recherche ou pas recherche. Toutes les recherches promues à l'AP, pour l'AP, sont dans la cartographie des essais cliniques actuellement. Je crois qu'Émilie aussi veut rajouter quelque chose. Pardon, c'est juste pour apporter un complément de recherche. Pensez aussi à IKERS. Je vais compléter la pub, mais pensez à ikers.fr puisque ça sera aussi un moyen en fait pour chaque chercheur d'afficher en fait son projet. Enfin, en tout cas, on incite les gens qui inscrivent leur profil à afficher leur projet, à faire des liens vers Clinical Trials pour plus de détails. Et du coup, c'est aussi un moyen de retrouver en fait toutes ces recherches avec des recherches par mots-clés. Merci beaucoup. Merci pour le mot de la fin, Émilie. Ça veut dire aller tous au stand retrouver Émilie pour vous inscrire sur la cartographie IKERS. Et puis, bon appétit, à tout à l'heure. Tout à l'heure, merci.